On retrouve Baptiste en compagnie de Virginie. Virginie est vice-présidente de l'asso Opotisme ici à Saint-Quentin. Baptiste, on est avec toi. Exactement Bertrand, on se retrouve à l'intérieur de ce centre social du côté du quartier Europe de Saint-Quentin. Et comme tu l'as si bien dit, je suis avec Virginie qui est la vice-présidente et si je dis pas de bêtises, fondatrice de l'asso Opotisme 02. Bonjour Virginie, première question, est-ce qu'on peut présenter aux gens qui nous regardent cet asso Opotisme 02, depuis quand elle a été créée et surtout pourquoi ? Alors au départ, elle a été créée donc en 2013. On a monté ça avec Sandrine Didier. On l'a monté parce que j'ai un petit garçon, Aaron, qui a aujourd'hui 12 ans, qui a été diagnostiqué donc à 3 ans autiste sévère. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule quand le diagnostic est tombé. J'ai d'abord intégré Handicap Danse et ensuite, quand on a vu l'entièreté des besoins qu'il fallait pour pallier à la prise en charge, on a monté Opotisme pour aider Aaron et puis ensuite aider toutes les familles qui se trouvaient dans le besoin parce qu'au fur et à mesure, on a vu arriver des gens qui se sentaient seuls comme nous et à travers ça, on a commencé à monter l'asso et à se développer. Et à quel moment a eu ce déclic-là pour se dire allez, il faut qu'on fasse une asso parce qu'on n'est pas tout seul et plus on est ensemble, plus on est fort quelque part. C'est exactement ça. En fait, le démarrage, on l'a eu quasiment tout de suite. Quasiment tout de suite parce qu'il fallait y aller et plus c'est fait tôt, plus tu as des résultats rapidement et sur la longueur. Donc on a pris le tout à bras le corps dès le départ. Donc cette asso, elle fête ses 10 ans cette année, si je ne me trompe pas. Quelles sont les actions qui sont menées au quotidien pour les jeunes personnes atteintes de l'autisme ? Alors à l'asso, c'est d'abord une association de parents avec des enfants et les parents qui sont eux-mêmes autistes. On a ensuite des activités, tout tourne à travers l'art en fait. La danse, la peinture, on les fait travailler en fait à travers les activités, mais eux ne se rendent pas compte qu'ils travaillent. Par le jeu, par la peinture, par la pâte à modeler, on fait travailler la motricité fine, etc. Et en fait, on les fait progresser. Comme ça, on a aussi des temps de parole pour les familles. C'est ultra important pour les fratries aussi, parce que c'est hyper lourd pour eux aussi. On a aussi des activités, des sorties de sociabilisation, où là, en fait, 3/4 des familles sont dans l'isolement. Et on tente à les pousser à sortir. En fait, tout seul, c'est compliqué. Mais le fait d'avoir un groupe, en fait, on va à la piscine, on fait des sorties au parc d'île, les promenades, aux zoos, etc. Et en fait, tout doucement, on les amène à ressortir dans la société et à retrouver une vie sociale qu'ils ont perdue. Je rebondis sur ce que tu disais, l'isolement. Comment on fait pour aller taper à la porte des gens qui sont dans l'isolement et qui n'ont, alors peut-être pas la possibilité ou qui n'ont pas envie de venir, peut-être par honte, je ne sais pas. Alors c'est très compliqué parce que justement, et nous on l'a vécu avec Aaron, c'est ultra compliqué, c'est le regard en fait de la société qui était très douloureux et du coup au lieu de continuer de forcer à t'ouvrir, bah, tu te renfermes. Et c'est pour ça qu'il fallait leur tendre la main, nous on multiplie les activités. On a par exemple avec notre partenaire Acora, on a fait des temps où les lumières, les musiques, tout ça s'est baissé pour pouvoir aider les familles à pouvoir ressortir avec les enfants dans des milieux qui sont adaptés et où ils sont compris en fait. Il y a une vraie implication dans la vie locale. On a vu dimanche, il y avait la marche pour ce que c'est la journée internationale de l'autisme. Vous êtes vraiment impliqué dans la vie locale, on vous voit un peu partout. Il faut, et c'est super important. Oui, samedi, on était à la médiathèque avec une lecture pour une sensibilisation. Dimanche, c'est de la journée mondiale de sensibilisation. On était au Parc d'Île pour la Marche Bleue. Aujourd'hui, on est ici. On a aussi un projet qui va pas tarder à arriver de vacances apprenantes. En fait, on en reparlera après. Mais oui, on multiplie les projets et on a de la chance. On a de la chance d'avoir ici dans notre ville une mairie qui est partenaire, qui est toujours là, qui répond toujours présent. Et c'est une grande chance d'avoir une ville qui est ouverte au handicap et à la différence et qui tente à s'adapter et à pousser pour que les personnes puissent se sentir bien chez nous. Il y a un vrai accompagnement des parents, mais également des enfants. C'est vraiment important de cet esprit de solidarité quelque part, que tout le monde soit ensemble. C'est le côté humain en fait. Il faut ramener, tu sais, on a été hyper touchés par le Covid, la crise derrière. Il faut ramener de l'humain, de la solidarité parce qu'en fait, effectivement, quand tu te sens seul, c'est ultra douloureux. Ce qui fait que si tu tends la main, en fait, des fois, il ne suffit pas grand-chose. Juste un petit regard gentil, une parole et les gens se sentent moins seuls. Et en fait, oui, c'est ça qu'il faut tenter à ramener de l'humain parce qu'on a extrêmement besoin. Je te parlais du projet des vacances, des vacances apprenantes. En fait, on
on a Sandrine, qui est présidente et fondatrice de l'asso, est à l'initiative en fait de vacances apprenantes qui vont se dérouler du 17 au 21 avril à l'auberge de jeunesse avec la mairie en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. C'est 10 enfants en situation de handicap léger, 10 enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Il faut avoir entre 10 et 13 ans. Et si ça intéresse par exemple les parents qui ont envie de mettre leurs enfants, en fait, il faut contacter Sandrine via les réseaux sociaux. On a une page Facebook via Messenger et on est ouvert à toute candidature. Alors, il nous reste très peu de temps avant de rendre la parole à Bertrand. On va juste parler de cette tente sensorielle là, qui est juste derrière nous sur les images de Steph. Qu'est-ce que c'est cette tente sensorielle ? Tu vois, ça c'est la tente sensorielle. Alors c'est un exemple, c'est celle d'Aaron que j'ai ramenée. En fait, il y en a une qui est disposée à l'hôtel de ville au niveau de l'accueil. En fait, pour faire les papiers, etc., c'est super compliqué. Tu vois, comme ici, le monde, le brouhaha, la lumière. Et en fait, c'est des endroits qui sont restreints où l'enfant, en fait, le temps que les parents peuvent faire les papiers, peut se retrouver en fait dans un milieu confiné avec des lumières et de la stimulation en fait pour le canaliser, pour limiter une crise parce que trop de bruit, trop de monde, il peut être en souffrance. Et du coup, on a un endroit adapté où l'enfant peut aller se canaliser sous surveillance d'un parent pour se retrouver au calme et faire redescendre la crise et amener les parents à les rassurer et leur dire voilà, vous êtes dans un milieu adapté, on connaît et il y a un endroit qui vous est dédié. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? C'est vraiment de la lumière, vraiment pour tamiser l'atmosphère et pour se remettre sur soi-même et souffler un petit peu, c'est ça? C'est ça. En fait, logiquement, elle est noire, c'est celle qui est à la mairie, avec un spot et des lumières, des objets lumineux, des coussins tout doux. Et en fait, oui, c'est leur amener un environnement où ils se sentent bien pour faire redescendre et se canaliser et s'apaiser en fait. Et le couper de toute stimulation qu'il y a autour. J'ai envie de casser un cliché. On le rappelle, hein, l'autisme, c'est pas une maladie, hein, parce que des fois, on fait un petit peu l'amalgame entre les deux. Mais ça te fait sourire, mais c'est vrai, il faut dire que c'est pas une maladie. Ça me fait sourire, mais ça me fait mal en même temps parce que, tu sais, au bout de 10 ans, 12 ans, Aaron va avoir sur 13 ans, je sature. C'est toujours un cliché récurrent d'entendre ça régulièrement et de se dire « Ah oui, il est malade ». Non, il n'est pas malade. Il a un mode de fonctionnement différent. Il est né autiste, il mourra autiste, d'accord ? On va atténuer les troubles au milieu pour qu'il puisse vivre un maximum dans la société et être adapté, que la société s'adapte à lui, mais non, il restera toujours autiste, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de guérison, il est comme ça et c'est une grande richesse avant tout. Et c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de faire les courses dans un hypermarché avec des conditions un peu plus... Voilà, c'est ça, c'est la société qui s'adapte aux personnes autistes. Alors nous, on tente de lui faire adapter dans la société, dans la société dans laquelle il vit, mais il faut aussi que la société s'adapte à ses fonctionnements différents. L'autisme, c'est très varié. Il y a autant d'autisme qu'il y a de formes d'autisme. Donc du coup, oui, il faut s'adapter. C'est à la société de tendre la main, d'ouvrir les portes et de s'adapter. Alors, je sais que Bertrand essaie de nous... Est-ce que Bertrand, tu as des questions? Je pense que tu en as, comme tu es très curieux. Ah oui, tu m'étonnes Baptiste que j'en ai. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la conscience. Je l'ai dit tout à l'heure en démarrant, cette journée elle est lancée par l'UNESCO et cette conscience, elle s'appuie sur la différence que l'on a les uns par rapport aux autres. L'autisme, c'est une forme de différence. Nous sommes tous différents des uns des autres. Tu es différent de moi, Virginie est différente de toi. Et en fait, l'autisme, comme tu le disais si bien, comme elle le disait si bien, c'est pas une maladie, c'est juste une différence. Mais finalement, c'est cette différence qui fait la personnalité des gens quand même, non ? Alors, je vais essayer de résumer tout ce que tu as dit, parce que Bertrand est un peu philosophe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la conscience. Et quelque part, on cultive un petit peu aussi les différences. Oui, c'est important. Il faut se rendre compte qu'il y a des modes de fonctionnement différents, qu'on n'est pas tous égaux et qu'au contraire, c'est un super grand enrichissement d'être tous différents et il faut s'imprégner des uns des autres et de s'enrichir. C'est hyper important et c'est ce que je te disais, de prendre conscience de tout ça et de ramener de l'humain et de la tolérance et c'est de l'empathie. C'est hyper important de multiplier ça dans la société, surtout dans laquelle on est aujourd'hui. Alors Bertrand, je ne sais pas si j'ai bien résumé ta question, mais je pense que les éléments de réponse, en tout cas, ils sont là. Ouais, sans être philosophe, oui, exactement. C'est bien ça, c'est juste être connecté avec la vie. Ouais, j'ai bien compris. C'est juste être connecté avec le monde dans lequel on vit, parce que sans ces différences, on serait tous égaux, on serait tous des machines, on serait tous des chats GPT et on serait tous parfaits. C'est pas ce qu'on cherche et c'est cette différence qui nous fait enrichir. Est-ce que les autismes ont du mal à intégrer le monde de l'emploi ? Alors, une question très intéressante de Bertrand. Est-ce que les personnes atteintes d'autisme ont du mal à trouver un emploi dans la vie actuelle ?
C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans l'enfance, il faut accompagner les ados, mais il faut aussi avoir conscience qu'adultes, les troubles sont toujours là et que c'est une richesse d'avoir dans une entreprise une personne autiste parce qu'elle est soucieuse du détail, parce qu'elle a une rentabilité qui est excellente et puis parfois même plus qu'une personne lambda et que c'est une richesse dans l'entreprise d'avoir ces personnes-là parce qu'elles vont être super pointilleuses et qu'elles vont être très productives. Et du coup, ça ouvre toute une perspective avec Je pense qu'il y a des entreprises qui ont déjà des personnes autistes et qui, dans leur fonctionnement, n'avaient pas certaines vues sur leur fonctionnement et du coup leur ont amené une autre vision et ont pallié à certains problèmes qu'ils n'avaient pas vus eux-mêmes. Donc du coup, oui, c'est très enrichissant d'avoir des personnes autistes. Par contre, effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la sociabilisation, c'est pour ça qu'il faut la travailler dès le plus jeune âge, parce que d'aller avec le contact humain, etc. Mais c'est toujours pareil, ça reste un échange. Si les employés viennent vers la personne autiste, ça va se faire tout seul. Donc, il faut une ouverture, il faut de la sensibilisation, il faut de la connaissance de l'autisme. Et puis après, il faut de l'humain. Et si on combine tout ça, ça passe. Voilà Bertrand, eh ben, bien sûr que ça passe. Ça peut se transformer en force. Exactement. Merci Baptiste. On te retrouve tout à l'heure pour la suite de cet événement. Et puis merci de sensibiliser notre public à cette différence. J'ai pas envie de parler de maladie parce que c'est pas une maladie, c'est juste une différence. Et je répète, c'est grâce à cette différence qu'on est tous complémentaires les uns par rapport aux autres. On te retrouve tout à l'heure Baptiste. Tout de suite, on va partir à la rencontre de Baptiste. C'est lui qu'on retrouve du côté du Centre social de l'Europe pour continuer à parler de l'autisme. Baptiste, on est avec toi. Exactement Bertrand, et je suis avec Alexis qui est une personne qui est autiste et qui va intervenir dans quelques instants d'ailleurs lors d'une conférence débat qui vient de commencer dans la salle à côté de nous. Je lui prends quelques minutes simplement. Bonjour Alexis, merci, on rappelle que tu as 26 ans et pas 29 hein. Donc toi tu es autiste depuis quand et comment s'était diagnostiqué cet autisme? Alors autiste je pense depuis mon enfance. Le diagnostic il a été fait il y a quelques semaines par le docteur Labo. Qui m'a diagnostiqué un potentiel autiste Asperger avec HP de par le TCA. M'a aussi diagnostiqué un trouble déficience du comportement avec hyperactivité. Et donc à cela j'ai tous les 10, donc dyslexie, dyscalculie, dysorthographique, dysgraphie et dyslexie. Donc c'est ça. Est-ce que le handicap est handicapant dans la vie de tous les jours? Je dirais oui. Disons que les choix qu'on fait n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on fait a la même importance, du coup on a du mal à trier. Et ça peut nous embêter pour tout ce qui est la sélection des objets de la vie de tous les jours. Par exemple un paquet de céréales. Normalement, quelques secondes hein, pour choisir. Moi, quand j'ai plein de choix sur le rayon, je peux mettre 15 ou 20 minutes. Est-ce que c'est compliqué pour toi, Alexis, dans la vie de tous les jours, d'être autiste? Est-ce que tu as des choses qui sont plus difficiles à faire ou à assimiler peut-être? À assimiler, ça serait la communication avec les gens. C'est un peu comme si moi, personnellement, j'étais sur Android et que l'ensemble de la société était sur iOS. Ah oui, c'est une comparaison. C'est une belle comparaison, oui. Ou sinon, ça serait comme si on mettait un Français et un Américain. Le Français ne parle pas anglais, l'Américain ne parle pas français. On peut pas se comprendre, quoi. Mais en tout cas, on voit que tu es à l'aise pour communiquer avec moi. Alors tu as animé une conférence tout à l'heure, notamment sur la vie amoureuse et la sexualité. Est-ce que pour toi, c'est difficile d'être en couple? Difficile, oui, dans le cadre où je n'ai jamais été en couple, parce que justement, comme je disais, l'Android et l'iOS, les gens, je les comprends pas. Du coup, pour aller vers une fille, c'est compliqué. Toi, quand tu vois une fille quelque part, elle te plaît, mais c'est quoi? C'est que tu n'oses pas faire la démarche de peur de, entre guillemets, qu'on parle comme les jeunes, de prendre un vent, ou c'est que tu dis non, franchement, je peux pas? Non, je fais la démarche, c'est juste que je ne sais pas quoi dire en fait, parce que je ne comprends pas le langage corporel de la personne, et du coup, en fait, quand je parle, après, ça tourne vite en rond et en blanc, quoi. Du coup, ça mène jamais rien, quoi.
Qu'est-ce qui serait plus simple pour toi? C'est de trouver une amoureuse, entre guillemets, qui soit aussi comme toi avec un trouble autistique, ou est-ce que tu préfères trouver une fille totalement normale et qui te comprendrait et qui te prendrait, entre guillemets, pour ce que tu es, tout simplement la personne que tu es? Qu'elle soit autiste ou normale, ça me dérange pas, j'ai aucun a priori sur ça. Il faudrait bien sûr que la personne me comprenne et que je puisse la comprendre en retour. C'est ça qui serait vraiment bien. On parlait tout à l'heure avec Virginie des personnes qui ont un trouble autistique et l'emploi. Toi, 23 ans, tu en es où? Est-ce que tu fais des études ou est-ce que tu es en train de te tourner déjà vers le marché de l'emploi? Alors là, je suis employé dans un ESAT à Chauny, donc c'est un établissement d'aide pour les personnes en situation de handicap. Le problème qu'il peut y avoir dans les ESAT, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas à ma place. En fait, les gens ont un handicap plus dur que le mien. Du coup, il n'y a pas de compréhension possible. C'est très très compliqué quand les gens ne vous comprennent pas, quoi. Une dernière question, après je donne la parole à Bertrand. Toi, tu auras envie de quoi? De faire quoi comme job? Comme travail. Comme travail Qu'est-ce qui te plaît? Alors, qu'est-ce qui me plaît? Alors, il y a deux choses qui me plaisent. Ça serait les sciences appliquées, enfin les sciences exactes. Tout ce qui est très compliqué, donc tout ce qui est physique quantique et des sciences de haut niveau. Et sinon, ça serait l'horlogerie. En deuxième lieu, pourquoi l'horlogerie? L'horlogerie, ça me canalise. En fait, le fait d'avoir un mouvement qui tourne à la même fréquence tout le temps et continuelle, ça me donne une limite, une barrière en fait, un cadre. Et en fait, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Bertrand, je sais que tu avais une question pour Alexis avant que je le libère et qu'il puisse aller assister à la conférence et apporter son témoignage. Je t'écoute. Ouais, tu peux dire à Alexis que la vie en couple, pour tout le monde, c'est déjà extrêmement compliqué. Et le seul problème qu'il a, à mon avis, c'est qu'il a juste pas rencontré la bonne personne. Ça s'arrête là. Point barre. Parce qu'Alexis est juste super. Tu peux lui dire de ma part. Alors, il y a Bertrand qui est en plateau avec nous, qui dit que pour tout le monde, la vie en couple est compliquée. Et en fait, ce qui te manque, toi, simplement, c'est d'avoir trouvé la bonne personne parce que tu es quelqu'un. Et c'est Bertrand qui nous le dit, que tu es quelqu'un de super. Donc, il faut que tu trouves la bonne personne, mais tu vas la trouver, j'en suis sûr. T'as pas l'air timide, hein? Pas du tout, non. Non, avec le TDAH, en fait, une des particularités du TDAH, c'est qu'on dit ce qu'on pense. On n'a pas de barrière. Du coup, ça a des bons comme des mauvais, on va dire. Après, pour reparler au niveau couple, ce qui serait bien, ce serait que les femmes viennent plus vers nous, du fait qu'on a du mal à comprendre le langage gestuel des gens. Non, sinon, à part ça, voilà quoi. On est persuadé que tu trouveras la bonne personne. Voilà Bertrand, je vais libérer Alexis parce que je sais qu'il est attendu de l'autre côté pour avoir son témoignage. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés parce que c'était vraiment intéressant d'échanger avec toi. Et franchement, je te souhaite vraiment plein de bonheur et plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup Alexis. Au revoir Alexis. Voilà Bertrand, c'était un témoignage très très intéressant, même touchant d'ailleurs, parce qu'Alexis c'est vraiment, on l'a remarqué, une très très belle personne. Ouais, eh ben on l'aurait pas dit. On n'aurait pas dit qu'il était atteint d'autisme. Bah ça se serait pas vu, hein, du tout. Hein. Alors, mesdemoiselles, n'hésitez pas. Il y a un joli garçon, un beau garçon et bien intelligent qui va aller très très loin dans la vie. J'en suis persuadé et qui vous attend, qui vous tend les bras. Merci Baptiste. On te retrouve tout à l'heure. Je suis en compagnie de Vanessa Louis, qui est chef d'établissement au sein de la structure AJP. Bonjour Vanessa, est-ce que vous pouvez déjà me présenter cette structure, cette grosse structure qu'est l'AJP? Bonjour, donc l'AJP est une association qui a plus de 60 ans, qui est située sur le Saint-Cantinois et sur aussi Aurigny-Sainte-Benoît. Donc on a deux pôles, on a le pôle enfance qui accueille des jeunes placés par le juge des enfants et on a le pôle handicap que je représente qui est constitué de foyers d'hébergement, de foyers de vie, d'un ESAT, d'un centre d'activité de jour et d'un SAVS à destination des personnes en situation de handicap intellectuel âgées de 18 à 70 ans. C'est complet, c'est précis. Le sujet aussi, c'est les relations amoureuses chez les personnes handicapées. Vous, comment vous traitez ça au quotidien au sein de votre établissement ? Alors, ça a été un sujet longtemps qui était très tabou et qui était un peu interdit dans notre quotidien. Donc c'est vrai que moi, depuis 4 ans, je suis chef de service d'un foyer de vie qui accueille 26 résidents et on a pu, en tout cas, depuis 4 ans, travailler vraiment sur amener les résidents à pouvoir
exprimer leur attente sur leur vie affective et sexuelle. Je rappelle que c'est un droit et que en fait, c'était pas forcément mis en place sur nos établissements. En tout cas, c'était quelque chose qui était un peu tabou et même vis-à-vis des professionnels. Donc, on a travaillé sur les préjugés des professionnels, vraiment via des formations, via des groupes de parole, via des groupes de travail. Et on a ensuite travaillé avec les résidents, avec l'aide de l'infirmière et de la psychologue de l'établissement, où on a pu vraiment en fait parler du corps, parler du consentement, parler de la contraception, parler des relations sexuelles, parler aussi de l'intimité. Donc tout ça, ça a été évoqué vraiment avec les résidents, on les a mis au cœur du dispositif et en fait on a pu ensuite créer une charte de vie affective et sexuelle pour vraiment aider les résidents à savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui doit être fait dans l'intimité, ce qui peut être fait dans le collectif. Et donc maintenant c'est quelque chose qui se passe très bien en tout cas sur notre foyer et qu'on souhaite développer à l'ensemble des établissements du pôle handicap. On a un groupe de travail qui est actuellement en cours sur développer la vie affective et sexuelle, qui est animé par le psychologue et avec plein de professionnels pour aider en fait les résidents à pouvoir aller aussi à l'extérieur de l'établissement parce qu'on se rend compte que des couples se créent beaucoup à l'intérieur des établissements et des structures et on aimerait à un moment donné qu'ils puissent aller vers le droit commun et vers la citoyenneté au niveau en tout cas de leur vie affective et sexuelle. Un gros travail de fond, mais si je rebondis sur la contraception, c'est important d'en parler puisque les handicaps, peut-être que la trisomie, il faut faire attention pour ne pas transmettre ce handicap justement. Alors nous, on est vraiment sur des aspects de sensibilisation à la contraception. C'est pas obligatoire, c'est vraiment des choses qui sont discutées avec eux et bien sûr qu'on dédramatise aussi le risque de transmission parce que un handicap ne se transmet pas par les relations sexuelles et on est vraiment sur des mesures de prévention où on est sur des choses très simples. On a des personnes en situation de handicap qui ont un niveau intellectuel assez bas dans un corps d'adulte. Donc on est beaucoup sur des images, sur des vidéos et sur aussi énormément d'écoute et d'entretien individuel. Quelque part, il faut aussi... Est-ce que les personnes, les résidents chez vous, viennent également de leur propre chef vous en parler, donner des conseils, comment on fait ci, comment on fait ça? Est-ce qu'il y a un vrai partage d'expérience, entre guillemets? Alors, il y a réellement un partage d'expérience, c'est-à-dire qu'on est réellement à leur écoute. Alors, ils viennent avec leurs mots, avec leurs demandes, leurs besoins. Et donc, nous, on essaye en tout cas d'être vraiment dans l'écoute et de pouvoir leur apporter les réponses les plus adaptées à leurs besoins. Vraiment en étant très libre là-dessus. On a des couples qui vivent ensemble dans notre établissement. On a des couples qui ont des chambres. On a des studios couples. Et on a vraiment des projets de couples. On a des projets de couples qui vont vivre ensuite dans des appartements sur la commune de Saint-Quentin ou la commune d'Aurigny. Donc, on accompagne vraiment le couple dans sa globalité. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui est exprimé. Les résidents s'expriment de façon très libre et de façon très spécifique. Ils ont des questions très précises, par exemple, ça peut être sur le consentement, ça peut être sur les bisous, ça peut être sur qu'est-ce qu'un couple, ça peut être sur la masturbation. On est vraiment sur des sujets en fait qui avant étaient très tabous et c'était parfois des mots interdits. Et maintenant, on est vraiment sur pouvoir avoir un contexte de libre-échange et vraiment de favoriser leurs droits au niveau de la vie affective et sexuelle. Est-ce qu'à un moment, les encadrants doivent peut-être intervenir pour dire vous allez un peu trop loin, c'est peut-être pas comme ça? Est-ce qu'il y a aussi cette, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une intrusion pour dire attention, ne dépasse pas les limites? Alors quand on a des troubles un petit peu au niveau de la vie affective et sexuelle, voilà, ou alors des comportements inadaptés, parce qu'on peut avoir des personnes qui ne respectent pas l'intimité des autres. Donc ça, en tout cas, il y a des règles de vie, il y a la charte de la vie affective et sexuelle, et donc ça, en fait, on leur explique que ça, c'est possible dans la chambre, ça, c'est possible à l'extérieur, ça, c'est possible que ça puisse se faire vraiment dans l'intimité, dans du couple, et en fait, tout ça, on n'est pas du tout dans la volonté de les cadrer, on n'est pas du tout dans la volonté de les disputer. On est vraiment dans la volonté de leur faire comprendre les choses comme des adultes et de les accompagner et de pouvoir vraiment comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais c'est un peu comme tout apprentissage des personnes en situation de handicap sur les codes sociaux. On est vraiment en fait sur l'apprentissage des codes sociaux et encore plus sur les codes sociaux en vie affective et sexuelle. Et de manière générale, comment réagissent ces personnes en situation de handicap par rapport à tout ce que vous leur promulguez comme conseil? Ils le prennent plutôt bien forcément parce que c'est vraiment pour eux que tout ça est fait, que tout ce travail a été mené. Tout à fait. Alors, ils le prennent très, très bien. Je pense que en fait, c'est des choses qu'ils ne savaient pas auparavant, qu'ils avaient la possibilité de faire. Donc, on a aussi ouvert une porte au niveau de notre association, d'ouvrir en tout cas à leurs droits. Donc, ils le prennent très, très bien et ils vivent des expériences. Alors, des expériences qui sont parfois difficiles, des expériences qui le sont moins, mais on est là aussi pour les accompagner et pour les rassurer. Et il y a eu aussi un gros travail avec les familles des personnes en situation de handicap, parce que voilà, c'était peut-être le public le plus difficile à convaincre de pouvoir à un moment donné laisser cette vie affective et sexuelle. Donc,
Donc on a vraiment on a un groupe de parole famille qui a été mis en place, en tout cas sur nos établissements, qui permet aux familles de venir poser des questions aussi sur la vie affective et sexuelle. Et c'est notre psychologue qui anime ce groupe très bien et qui permet en tout cas de faire évoluer aussi les mentalités des familles. Merci beaucoup Vanessa, parce qu'on en a appris beaucoup. Et si je devrais résumer en un seul mot, je dirais peut-être démocratisation de la vie sexuelle, de la vie amoureuse chez les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Vanessa d'avoir répondu à mes questions. On en a appris davantage sur ce sujet qui ne doit pas être tabou, on le répète.